Bonjour, donc nous allons faire une table ronde sur comment se construit une mesure de précision. Bien sûr, la mesure, c'est quelque chose que l'on utilise tous les jours. Combien de temps t'as mis pour faire tes devoirs? Vous me mettrez 2 livres de filet de bœuf. Vous allez le cuire pendant 30 minutes à 170 degrés. Donc tout ça, c'est des unités, et ces unités, on les transmet, bien sûr, on veut mesurer des quantités et des données. Et donc, pour en parler aujourd'hui, nous serons d'abord avec 4 grands spécialistes des mesures dans tous les domaines. Honneur aux dames, Céline Félag-Ariouet, qui travaille au BIPM et qui va se présenter, Magdeleine Chambon, Richard Davis et Jean-Philippe Usan, qui fait de la physique. Alors je vais vous demander de vous présenter les uns les autres assez rapidement. Magdeleine, vous avez 2 minutes chacun. C'est largement suffisant. Voilà, je m'appelle Magdeleine Chambon, je suis directrice de recherche et développement au Laboratoire national de métrologie et d'essai, qui est donc le laboratoire en charge des références pour la France. Et bien, à ce titre, évidemment, nous participons à toutes les activités au niveau international et européen. Et actuellement, je suis aussi présidente du partenariat sur la métrologie, cofinancé par la Commission européenne pour un programme de 7 ans et 300 millions d'euros. Voilà, mon background, c'est plutôt de la physique et de l'optique, mais en métrologie, on apprend à faire un peu de tout. Actuellement, voilà, on regarde tous les programmes, on est en charge de la programmation de toutes les recherches pour les mesures et les besoins futurs des industriels et de la société au niveau français, européen et international. Et à ce titre, on participe bien sûr aux comparaisons interlaboratoires qui sont vitales dans ce domaine. Voilà, mais on va en reparler de toute façon tout au long de cette matinée. Bonjour à tous. Je m'appelle Céline Félag-Ariouet. Je travaille, comme Michel Viseau l'a dit, au Bureau international des poids et mesures depuis une quinzaine d'années. Je m'occupe plus précisément dans cette organisation internationale d'organiser les réunions internationales qui se tiennent au Bureau international des poids et mesures ou en ligne depuis la période Covid. Voilà, je travaille aussi avec le directeur du BIPM et en parallèle de cela, je termine ma thèse en histoire des sciences et des techniques, donc sur le Bureau international des poids et mesures de 1875, date de sa création, jusqu'en 1975. Voilà. Un siècle nous contemple. Un siècle nous contemple, voilà. Du haut de la montagne de Sèvres, du haut des collines du parc de Saint-Cloud. Merci beaucoup. Richard. Oui, merci. Je suis un collègue de Céline. J'ai commencé ma carrière au Laboratoire national des États-Unis. Peut-être vous avez détecté un petit accent. et je suis venu au BIPM en 1990. Et maintenant, j'ai pris ma retraite officielle, mais la réformation du système international des unités était en cours, donc j'ai resté comme consultant au BIPM jusqu'à la mise en marche de ce nouveau système. Ce n'est pas nouveau complètement, mais c'est innovant, disons. Et donc, pendant ma carrière, j'ai mesuré des constantes avec haute précision, mais maintenant, ces constantes sont définies avec précision zéro. Donc, on peut dire, mais je ne pense pas que j'ai gâché mon temps pour faire les mesures parce que c'était intéressant. OK. Jean-Philippe. Bonjour, je suis Jean-Philippe Usan, je suis physicien théoricien, je travaille au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Je suis spécialiste de relativité générale, de cosmologie, et je dois avouer que je n'ai jamais fait de mesure de ma vie. Voilà.
Et parce que moi j'avais peur des barres d'erreur un petit peu, c'est pour ça. Mais je me suis intéressé, peut-être on en parlera tout à l'heure, pourquoi, aux constantes de la nature, et c'est là qu'il y a eu un lien en fait avec la définition du nouveau système international d'unité, et puis aussi d'utiliser les constantes pour tester la relativité générale, ce qui n'est pas un lien tout à fait un lien trivial. Et maintenant qu'elles sont définies de façon précise, c'est super pour les théoriciens, parce que comme ça on ne culpabilise pas de ne jamais avoir fait de mesure de sa vie. Voilà, c'est un peu... C'est tellement précis qu'on a raison de ne rien faire, c'est ça? Non, mais c'est un truc de théoricien, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que peut-être dans cette discussion, on va parler de ça. C'est l'aller-retour entre ce qu'on mesure et la théorie. C'est-à-dire que l'un ne se pense pas sans l'autre. Et c'est ça qui a été intéressant. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était pas pour des raisons pratique expérimentale, c'est juste que j'ai découvert qu'à un moment il fallait définir des choses que quand on est théoricien et qu'on a étudié la physique théorique, on s'en fout, c'est-à-dire les unités, on les met pas, on travaille en unités naturelles, on les remet à la fin, on se pose même pas la question de savoir ce que ça veut dire, on nous a dit une longueur c'est en mètres et puis c'est en mètres et on s'est jamais posé la question de savoir c'est quoi un mètre, et c'est que plus tard concrètement que tu dois te poser cette question, et je trouve que même pédagogiquement c'est quelque chose qui manque un petit peu dans beaucoup de cursus universitaires, parce que on a l'impression que ce qui est difficile c'est la théorie, puis je pense que les deux sont difficiles dès qu'on va à une certaine précision et que l'aller-retour est nécessaire. Voilà. Là, justement, on va rentrer. Alors, pourquoi est-ce qu'on mesure? Parce que depuis la nuit des temps, les gens ont eu besoin, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire du commerce, avoir un système qui leur correspond. Donc d'abord, ça a correspondu évidemment à l'être humain. Hein. Les premières mesures, c'était la coudée égyptienne, c'est-à-dire le demi-bras du pharaon pour avoir une mesure de longueur. Ceci pour la construction. Quand vous voulez construire, vous avez besoin d'avoir des mesures précises pour faire une construction qui ne soit pas bancale, par exemple, tout bêtement. Si vous voulez faire vos courses, vous avez besoin d'avoir une balance. Nous, on appelle ça un comparateur de masse, mais qui est précis parce que vous voulez payer 1 kg de pommes et non pas 3 kg. Voilà, c'est tout bête, hein, ça paraît. Et donc, en plus, avec les nouvelles techniques, alors dès le XVIIIe siècle, là, ça s'est très accéléré parce qu'il y a eu toutes les nouvelles techniques, les nouvelles technologies. Il y a l'électricité qui est arrivée avec la lumière. Donc là, il a fallu développer de nouvelles mesures. On a eu tous les mesures électriques, toutes les mesures photométriques, les mesures de température qui ont été beaucoup plus importantes. Et on voit que ça s'accélère maintenant avec les nouvelles technologies, les technologies quantiques. On a besoin de mesurer aussi bien l'infiniment petit, et comme le disait Jean-Philippe Uzan, aussi les mesures astronomiques. Donc tout le monde qui nous entoure, on a besoin de le mesurer pour pouvoir se situer dans cet espace-temps. Donc voilà, ça c'est une première approche. Et en plus, avec le temps, on a besoin de mesures de plus en plus précises. Évidemment, si vous voulez avoir une posologie médicamenteuse qui soit exacte pour qu'on puisse vous soigner, il faut qu'on puisse faire des mesures de quantité de matière de votre médicament à des incertitudes très fines. Parce que si vous avez une surdose, vous allez être peut-être malade parce qu'il vous a une surdose, une sous-dose, vous ne serez pas guéri. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons, alors on peut en citer mais des milliers et des milliers, qu'on a besoin de se mesurer dans notre espace parce que c'est notre société qui en a besoin au quotidien. Il y a une relation très étroite en fait entre la sociologie, au sens très large du terme, j'allais dire, hein, bien entendu, et le besoin pour communiquer en fait, de parler un certain langage. C'est pour ça que jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait des mesures qui étaient régionales parce qu'on n'avait pas la communication comme on a maintenant. Donc chaque région, chaque pays avait fait ses propres mesures pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire du commerce. Voilà, c'était un besoin naturel au quotidien. Je ne sais pas si Céline ou Richard veulent compléter. Oui, la mesure, elle est vraiment à la base de toutes les activités humaines. Et la juste mesure, elle est importante aussi pour la paix sociale. Elle est importante pour l'organisation de l'État. Et pendant très longtemps, on a eu besoin d'avoir des mesures qui fonctionnent comme des hypothèses partagées, mais à l'échelle d'une communauté. C'est d'ailleurs pour ça que quand la Révolution française, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de la Révolution française maintenant. Il faut parler de tout ce qui concerne la cette évolution historique française, elle a permis en fait de faire la transition en fait entre ces mesures qui étaient beaucoup héritées d'abord du système romain puis du système féodal et qui étaient aussi très diverses. Ken Alder a montré que derrière les 800 unités de mesure qu'on trouvait partout dans le royaume, on avait jusqu'à 250 000 en fait, unités différentes. Et parfois, non seulement c'était différent à l'intérieur d'une même province, mais parfois d'une ville à l'autre à l'intérieur d'une province. Et
évidemment, c'était une situation qui était à la fois peu propice à la paix sociale et peu propice à une bonne administration de l'État. Donc les révolutionnaires, et Richard pourra en parler, qui comptaient dans leur rang de nombreux savants comme Lavoisier, vont faire émerger cette idée, qui n'est pas nouvelle, hein, parce que déjà Picard, en 1669, va dire qu'il faudrait fonder ces mesures sur des invariants de la nature, et ils vont avoir cette idée extraordinaire de dire qu'on va définir des unités qui seront universelles, et pour cela, on va prendre le méridien entre Dunkerque et Barcelone. Le mètre va donc être égal à la 10 millionième partie du quart du méridien. Alors, on aurait pu faire plus simple, hein. Il va falloir aussi envoyer la 10 millionième partie du quart du méridien entre Dunkerque et Barcelone, qui passe par l'Observatoire de Paris quand même. Donc il y a aussi une idée politique derrière tout ça, parce qu'une fois qu'on va avoir institué le système métrique, ça va aussi servir d'outil pour diffuser les idées de la Révolution française. On a un mètre qui est issu des mesures de la Terre, donc un mètre qui est à la fois universel et une unité naturelle et universelle qui a été apportée par la science. Et en fait, ce qui est important, hein, ce qu'on ne dit jamais suffisamment, c'est que cette idée de vouloir avoir un système universel, il faut s'imaginer fin du 18e, c'est quand même une idée totalement novatrice, et surtout, non seulement de créer un nouveau système, mais de le disséminer le plus largement possible. Et puis, ce n'est pas que le système métrique, mais c'est un système métrique décimal aussi. La grosse révolution, ça a été le changement complet de paradigme. On est passé d'un système hexadécimal au hexagédécimal à un système vraiment décimal. Ça a été vraiment une nouveauté, et on est au quotidien maintenant. Voilà, la majorité. On a quand même gardé quelques à part le temps. Hexadécimales. Voilà, à part le temps. C'est le seul, le temps. Et pourquoi le temps n'est pas passé en décimal alors? Il y a eu des tentatives de décimaliser le temps aussi. Oui. Alors, il y a eu une tentative à la Révolution française, mais c'était beaucoup plus compliqué parce que, regardez, c'est lié à la rotation de la Terre, le temps était lié à la rotation de la Terre, c'est pas quelque chose qui est difficilement découpable. Donc, et puis il y avait toute cette... L'heure, on pourrait la découper en centièmes, hein, ce serait pas... Mais ça, c'est fait. C'est fait parce qu'en digital, c'est plus commode. Mais par contre, de passer du jour à, par exemple, 20 heures ou 30 heures, c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc il y avait ce rapport, et puis c'était beaucoup plus ancien, et là ça a été compliqué. Voilà, maintenant c'est au niveau scientifique, dès qu'on passe en dessous de la seconde, c'est automatiquement décimal de toute façon. Non, vous avez dit beaucoup de choses. Donc oui, le truc qu'il faut se rappeler, tu disais on fixe les choses. Donc à la Révolution française, ils ont décidé que la circonférence de la Terre, c'était exactement 40 000 km. Je pense que c'est la façon de le voir, parce que par rapport à ce qu'on fera après. Donc on a décidé qu'il y avait un objet de la nature dont la taille était exacte et était définie par 40 000 km. Voilà. Et que comme on ne savait pas ce que c'était que le kilomètre, c'est en retour. Donc si tu mesures le tour de la Terre et tu as dit c'est 40 000 km, ça donne le kilomètre. Donc ça donne le mètre. Donc c'est ça qui est important, c'est de dire on a choisi un phénomène de la nature comme outil de normalisation pour définir. À l'époque, donc c'est ça peut-être qu'on va dire. Voilà, comment est-ce qu'on choisit cet objet supposé être le plus immuable? La Terre, il suffit qu'elle chauffe ou qu'elle refroidisse, ça peut se dilater. Donc ce 40 000 km, il risque de changer. S'il y a des météorites qui tombent sur la Terre, éventuellement, ça va changer aussi. Donc on se rend compte que la quête qu'il va y avoir, c'est de trouver l'objet physique le plus immuable possible. Parce que sinon, nos unités, elles risquent d'être un petit peu fluctuantes. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et ce qui était intéressant dans ce que vous avez dit, c'était cette quête d'universalité. Et donc voilà, comment on appelle ça, à tous les temps, à tous les peuples, hein, voilà, qui est votre citation phare, qui est d'ailleurs marquée en face du Sénat, là, à côté du maître, de la copie du maître qui est en face du Sénat. Donc c'est vraiment cette idée qu'on ne travaille pas pour des gens, pour des communautés, on travaille pour tout le monde. Et puis pour tous les temps, alors ça, c'est la physique va nous dire est-ce que c'est possible de travailler pour tous les temps ou pas, parce que voilà, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas en physique, comment est-ce qu'on trouve des invariants. Et juste pour finir, parce que tout ça, je pense qu'on va le développer, c'est une belle aventure, ça nous a amené à l'ultra précision, mais avec une dérive, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on pense trop qu'il faut pouvoir tout mesurer pour que ça soit scientifique et intéressant, et je pense qu'il faut aussi se dire que parfois, il faut savoir ne pas mesurer. Et c'est ça aujourd'hui qu'on doit peut-être aussi réapprendre, mais c'est un petit complément. Oui. Et je voudrais juste ajouter une petite chose, parce que c'est tellement évident maintenant qu'on oublie que ce n'était pas évident avant. C'est que
avec un mètre, on a une mesure linéaire, mais avec un mètre carré, on a une mesure de surface. Avec un mètre cube, on a une mesure de volume. Et on avait des unités différentes pour chaque phénomène. Donc, en fait, on a fait c'est comme Maxwell avait trouvé que l'électricité et le magnétisme étaient liés. Et dans la marine, sur la surface, il y avait une unité de distance, mais la profondeur avait une autre unité. Voilà. Mais là, tu dis déjà quelque chose de très fondamental, en fait. Tu dis, on a un mètre, donc vous voyez, c'est une règle, un mètre. Et à partir de ça, Richard nous dit, on peut créer un mètre carré, une unité de surface, mais avant, c'était 2 unités différentes. Moi, j'aurais envie de dire, c'était logique d'avoir 2 unités différentes, parce que pour dire qu'un carré de 1 mètre de côté fait 1 mètre carré de surface, donc on arrive, quelque part, il faut supposer une géométrie. La géométrie de Pythagore, et est-ce que cette géométrie est valide ici, par exemple? Comment est-ce que je le sais? Donc vous voyez, pour passer du mètre au mètre carré, il y a déjà des hypothèses théoriques. Alors c'est vrai que dans votre cuisine, quand vous faites de la couture, on va mesurer, on va faire notre triangle rectangle et notre carré, on semble que tout marche bien, c'est ce qu'on a appris à l'école. Mais est-ce qu'à 10-5, 10-7, 10-16, je sais faire une surface de 1 mm carré et que c'est exactement un carré de 1 mm de côté? Et comment est-ce que je suis sûr qu'un carré est un carré? Et donc on voit que là, il va y avoir, on ne peut pas penser sans la théorie. Donc finalement, le fait de dire qu'on avait pris pour 2 objets physiques différents, 2 unités différentes, c'était quelque chose de très conservateur en fait, parce que là, on était sûr que ça ne dépendait pas d'un choix de géométrie particulière. Et dans ce cas-là, après, il fallait faire tout un travail pour relier ces 2 unités. Il y aurait peut-être eu des unités de conversion, des facteurs de conversion, ce genre de choses. Voilà. Et c'est là aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que la théorie va rentrer à chaque niveau, et aussi la définition, parce que toutes ces définitions d'unité, ce sont aussi des textes légaux, c'est-à-dire le mètre, le kilogramme, ce sont des définitions légales, et à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous êtes obligé de les définir, et il y a des aspects juridiques derrière ces choses-là, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on va de la physique la plus fondamentale à la physique la plus humaine possible, la science la plus humaine possible, puisque ça règle en fait les transactions humaines, les aspects juridiques et tout ça. J'avais juste une petite question. Est-ce que les anglo-saxons ne nous avaient pas un peu embêtés avec la définition du nautique marin? Alors, il faut différencier, il faut totalement différencier tout ce qui est dans le cadre de la Convention du mètre, qui est au niveau scientifique, et après l'usage. Il y a l'usage de certaines populations, mais il faut savoir que, par exemple, les États-Unis est un des premiers signataires de la Convention du mètre en 1875, comme la France, la Turquie, l'Empire ottoman à l'époque, et l'Angleterre l'a signé, je crois que c'est 1884 ou 1887. Voilà. Voilà. Ils sont présents dès le départ, mais ils ont vraiment adhéré à ce système aussi dès le départ. C'est juste qu'après, faire changer les usages dans une population, c'est pas si simple. Ça demande du temps, voilà. Et comme disait Céline tout à l'heure, comme ça engage aussi du juridique, du social, du légal, après l'imposer sur une population qui a 300 ou 1000 ans d'usage, ça prend du temps. Maintenant, en Angleterre, aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est officiel, mais il y a évidemment des coutumes qui sont un peu différentes. C'est un autre sujet. Je peux juste dire que les États-Unis n'ont pas des étalons de mesure anglo-saxons, ou américains, disons. C'est défini par le système international et juste une conversion exacte. Donc, dans un sens, c'est le système métrique. Et c'est dans la loi des États-Unis qu'on accepte les décisions de la Conférence générale de poids et mesure. Oui, enfin bon, ils ont encore l'US gallon et l'Imperial gallon. Hein. C'est l'usage. Okay. Voilà. En France, ça existe aussi. Hein. On le voit moins. On achète des écrans avec des pouces, par exemple. Maglone a dit non. Nous sommes pour la paix sociale. Oui. Et le système métrique, je sais bien, oui. Il y a ce que fait la science. Et donc, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo dans le cas du système métrique, puisque notre système international d'unité, c'est l'héritage du système métrique. Le système métrique, il est appelé par le peuple. Hein. Dans les cahiers de doléances, c'est une revendication qui revient de façon quasi dans tous les cahiers de doléances. On va appeler à ce qu'il y ait un roi,
une loi, un poids, une mesure. C'est une revendication qui est très forte, qui traverse toute la société, puisqu'on retrouve ça dans les cahiers de doléances, que ce soit ceux du clergé, du tiers-état ou de la noblesse. Mais dans la pratique, le système métrique va mettre presque un siècle à s'imposer en France. Pourquoi ? Parce que les mesures, elles sont acceptées, elles sont reconnues, validées à l'échelle d'une communauté. Et donc il va falloir changer, de la théorie à la pratique, il va falloir changer les usages et changer les mentalités aussi pour le rendre... Bon, et puis il y a aussi l'histoire des guerres napoléoniennes, etc., qui va être l'occasion de reculade aussi, pour satisfaire un petit peu tout le monde. Mais c'est parce qu'il va falloir du temps pour que ce soit accepté. Mais ça va prendre du temps, mais ça va s'accepter de façon très durable. Parce qu'en fait, ça correspond aussi à un besoin, à une évolution de la société avec le commerce, et puis après le développement de l'industrie, etc. Et comme le disait Jean-Philippe, ça a aussi une des conséquences voilà, au niveau juridique, quand il y a des conflits, quels qu'ils soient. C'est aussi un moyen de séparer les choses, d'avoir quelque chose de neutre qui est extérieur et qui permet de prendre des décisions. Et ça, c'est très important. La mesure permet au quotidien de prendre des décisions tout le temps. On ne s'en rend pas forcément compte, mais voilà, si votre réservoir il reste 30 litres, vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire 600 km. Donc vous avez besoin de savoir où en est votre réservoir, etc. Et après, au niveau scientifique, comme le disait Jean-Philippe, au niveau après... quand on va profondément dans la science, là c'est encore plus flagrant parce qu'une théorie, il va falloir la valider, vous allez pouvoir la valider peut-être par des mesures, mais les mesures elles seront peut-être, voilà, vous aurez le résultat que dans 10 ans, 15 ans, 50 ans, voilà, vous ne savez pas, et c'est ça aussi qui va faire que ces mesures d'avoir cette uniformisation est très importante, ça vous permet de prendre des décisions à tous les niveaux, que ce soit très, très finement dans la science ou au quotidien, au niveau sociétal. Mais il y a aussi deux choses qui sont différentes. Il y a la mesure en elle-même, c'est-à-dire définir un objet par une quantité, par une longueur, un temps, etc. Il y a l'unité que l'on sert pour traduire cette mesure, qui sont quand même deux aspects différents. Qui sont différents mais liés. Par exemple, si vous prenez Galilée, il n'y a pas d'unité dans Galilée, d'accord ? Il n'y a pas de mètre, il n'y a pas de seconde. Les lois de la nature ne sont pas écrites comme on les écrit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans son laboratoire tout seul et il va comparer des systèmes physiques. Il va dire, j'ai un pendule qui fait 1 mètre de long, il a une certaine fréquence, j'en ai un qui a une longueur 2 fois plus longue, sa période va être 2 fois plus grande, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il compare des systèmes physiques dans le même endroit, tout seul. Donc, en fait, il n'a pas besoin d'unité. Il ne fait que des comparaisons. Quand il se parle à lui-même, il a besoin de personne. Non, mais c'est juste parce qu'il a les outils de comparaison et il a des lois comme ça qu'il arrive à définir. Si je lâche la bille de 2 fois plus haut, sa vitesse quand elle va arriver au sol, elle est tant de fois plus grande, et ainsi de suite. Il va faire des lois comme ça. Le truc, c'est que ça, c'est bien quand il est dans son laboratoire, mais maintenant, imaginons qu'il y ait le Galilée américain qui soit de l'autre côté. Ils veulent comparer. Comment est-ce qu'ils peuvent comparer des mesures dans 2 laboratoires différents ? Et donc, il y a un moment, il faut se dire simplement, tu avais pris un système de référence qui était un pendule de 1 mètre qui battait à une certaine vitesse, et on va décider qu'on a le même pendule de référence, et donc comme ça, on va pouvoir chacun localiser. Donc en fait, ce qui s'est construit, c'est des systèmes abstraits, un système physique abstrait auquel tout le monde va se référer. Ce qui fait qu'au lieu de comparer des systèmes physiques localement, chacun dans le même laboratoire, on peut faire une comparaison globale d'un certain nombre de mesures. Et c'est ça qui va permettre en fait, de faire arriver la notion d'unité. Donc une unité, c'est un système physique qui est choisi arbitrairement, auquel on va comparer tous les autres systèmes physiques que l'on questionne. Voilà, ça serait ma définition du système d'unité. Et tu vois que dès que tu fais ça, tu te dis, je ne suis pas juste moi en train de comparer mon truc dans mon laboratoire, je veux parler aux autres et je veux comparer avec les autres. Et c'est un point fondamental de la science, parce que les lois de Galilée, il les a fait dans son laboratoire. Qu'est-ce qui lui dit qu'elles seront valables dans 10 ans ou de l'autre côté de la planète Terre ? Donc comment est-ce que je vais valider cette universalité si je n'ai pas défini un système auquel on va pouvoir comparer le système physique à n'importe quelle époque de l'histoire et dans n'importe quel lieu de l'espace. Donc c'est ça qui a motivé d'un point de vue de la recherche fondamentale la définition de système d'unité. Alors, les anglo-saxons et le mille nautique, alors, expliquez-moi pourquoi est-ce que, quand en fait, pour la navigation, les anglo-saxons ont défini le mille nautique, et comment ils l'ont fait ?
C'est pas parce que vous Je êtes... peux répondre pour les anglo-saxons. T'as acheté un bateau, Michel? Là, t'es le mille nautique. Non, parce que bon, non, c'était parce que là, c'est une partie du méridien aussi. Oui, parce que c'est de la géométrie. C'est de la géométrie. Oui, parce que si on prend la circonférence de la Terre à l'équateur, une minute, c'est Voilà. un angle. Et donc, ça donne une distance. Voilà, c'est une minute c'est une minute d'angle solide, enfin d'angle, donc Oui. d'angle de la surface à l'équateur de la. Mais c'est comme ça. Si on est dans son coin ou dans la marine et pas Voilà. dans le civil, oui, c'est logique. Si on est dans la marine, C'est parce qu'il le mesurait tout avec est le soleil, sur en le fait. niveau de C'était- la mer. Donc, c'est comme Jean-Philippe avait dit, et Maguelone, quand on voudrait comparer les choses avec les autres personnes qui ne sont pas dans votre coin, il faut un langage universel. Même si ce n'est pas le langage qu'on voudrait utiliser soi-même, il faut être habile pour expliquer ce qu'on a fait aux autres et pour comprendre ce qu'ils avaient fait eux-mêmes. Mais tu vois, c'est vrai partout. C'est-à-dire qu'en physique, l'unité internationale de l'énergie, c'est le joule. Les physiciens des particules n'utilisent jamais le joule, ils utilisent des électronvolts. C'est parce que c'est plus pratique pour eux. Et c'est relié. Et on va parler... Oui, c'est la seule unité, c'est-à-dire même la température est en électronvolts et ainsi de suite. Donc localement, une communauté va pouvoir utiliser des unités qui ne sont pas celles du système international, mais tu sais les relier à celles du système international. Quand je mesure une distance en années-lumière ou en unités astronomiques, c'est plus pratique parce que les chiffres, si je commence à les mettre en mètres, on va plus comprendre. Donc je pense que chacun dans son domaine d'expertise a des unités adaptées qui lui permettent de communiquer et de se développer une sorte d'intuition. Mais on sait, comme elles sont aussi définies, ces unités, on sait les traduire dans les unités du système international. Donc c'est juste une convenance d'une communauté qui lui permet de se créer une intuition et de communiquer plus facilement, avec toute la pesanteur historique aussi que ça peut avoir. Alors, puisqu'on parle de pesanteur, ça me fait penser à quelque chose. Vous voulez, allez-y. Vous voulez compléter? Non, c'est le fait qu'en fait, on a réussi avec un système de 7 unités fondamentales, à traduire la plupart ou toutes les données physiques, la résistance, la puissance, l'accélération, on parle de pesanteur, donc les G, etc. Et qu'avec, on est capable, avec 7 unités fondamentales, de décrire notre monde, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fascinant. Que, en fait, comment est-ce qu'on est arrivé à créer ce système et combien de travail physique il a fallu faire pour arriver à se dire, en fait, tout ce qui nous entoure peut se traduire avec cette grandeur, cette unité fondamentale. Alors moi, j'ai appris mètre kiloseconde ampère, candela et mol. La mol, c'est récent. Laquelle j'ai oublié? Mètre kiloseconde ampère, MKSA, candela, et la mol, et le Kelvin, le degré Kelvin. La température La est une des température. mesures c'est une plus des grandeurs qui est la plus mesurée dans le monde, en fait, au niveau industriel. Est-ce que c'est la plus facile à définir? Non. non, c'est assez compliqué. Après, je pense qu'on aurait pu même simplifier, hein. Par exemple, avec, comme on l'a dit, enfin Jean-Philippe le dira mieux que moi, mais avec la nouvelle définition, alors je dirais pas de nouveau système d'unités, je dirais nouvelle définition des unités du système international, avec ces unités qui sont définies à partir de nouvelles constantes, on pourrait même simplifier, mais ça poserait des problèmes justement au niveau sociétal. Donc en fait, on aura peut-être, c'est vrai, on pourrait réduire à moins de cette unité, mais on sait que pour notre environnement et pour communiquer, c'est plus facile de partir avec ces 7 unités. Après, il y a des nouveaux domaines qu'on découvre. Et par exemple, la biologie. En biologie, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que c'est compliqué de définir un certain nombre de systèmes à partir des unités actuelles. Donc peut-être que dans le futur, il y aura peut-être des unités en biologie
voilà, toute la communauté scientifique réfléchit à ça parce que pour l'instant, on a parlé vraiment de systèmes physiques et chimiques, mais la biologie, c'est un autre monde. Voilà, donc il y a peut-être des unités qui vont apparaître. Après, le système, il s'est construit un peu naturellement, historiquement, parce qu'on a besoin de mesures de distance. À partir de cette mesure de distance, on a fait 1 kilogramme. Il faut savoir originellement que le kilogramme a été basé sur 1 litre d'eau à 0,04 degrés C, si je me... Oui, à densité maximum, parce qu'il ne Voilà. faut pas mentionner une température qui n'existe pas. Voilà. Bon, mais globalement, on a essayé de relier d'abord le kilogramme au mètre. Voilà, la seconde était définie par ailleurs, donc comme vous le disiez, il y avait mètre kilogramme seconde. Est arrivée l'électricité, donc on a défini l'ampère, mais à partir des unités mécaniques, masse kilogramme seconde. Et puis ensuite, la photométrie, c'est naturellement défini par rapport à ces unités électriques et ces unités mécaniques. Et celle qui est arrivée vraiment un peu, qui est justement plus difficile, c'est le Kelvin, où la mesure de température, c'est un phénomène un peu plus complexe. Et là, voilà, c'était plus difficile à définir. Et puis ensuite, le monde évolue et il y a eu plein d'unités dérivées qui ont été redéfinies après, comme toutes les unités pour la radioactivité, pour la dosimétrie, les angles. Il y a de grosses discussions sur qu'est-ce que vraiment un angle. Enfin voilà, je vous passe sur les théoriciens, mais c'est des grosses discussions. Voilà. Pour l'instant, ce système de 7 unités permet de communiquer et d'avoir un système construit au niveau de la société. Maintenant, rien ne dit que dans le futur, il restera le même. Mais avant, il était gravé dans le platine grillé. Donc, est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a des unités qui sont gravées dans le marbre, pour simplifier? Jamais. La science, il n'y a rien de gravé dans le marbre, jamais. Donc la question est intéressante parce qu'elle a une grande dimension historique, mais elle montre aussi à quel point tout ça dépend de comment est-ce qu'on comprend le monde. Si on revient en arrière, par exemple, les gens pensaient qu'il y avait la chaleur et le travail, ils avaient 2 unités différentes, la calorie et le joule. Très bien, donc il fallait savoir combien de calories c'est 1 joule et tout ça. Donc si tu n'es pas diététicien, tu ne sais pas. Mais il y avait ces 2 unités. Et après, à partir du moment où Joule comprend que ce sont 2 formes différentes de l'énergie, c'est idiot d'utiliser 2 unités différentes, puisque tu peux transformer de la chaleur en travail, du travail en chaleur. C'est tout ce que la thermodynamique va nous apprendre. Et donc là, il faut que toutes les formes d'énergie soient mesurées avec la même unité. Ça va être le joule. Et donc tu vois, on a une sorte d'unification théorique de différents concepts. Tant qu'ils étaient indépendants, on va les mesurer avec des unités a priori différentes et on va essayer de savoir dans une transformation physique comment est-ce qu'on va relier les deux. Et à partir du moment où tu montres que c'est 2 faces de la même pièce, eh ben, tu les mesures dans la même unité et ça va te simplifier tout ton travail. Mais l'unité que tu avais introduite il y a 50 ans ou 100 ans auparavant, eh ben, pour des raisons historiques, elle va continuer à perdurer dans la culture plus populaire. Oui, parce qu'en biologie, quand on parle d'énergie, d'aliments par exemple, on parle de calories. Voilà. Quand j'étais petit, j'ai fait l'alimentation des bovins et des porcs, c'était en parlait de calories. Donc la question de savoir combien est-ce que tu as besoin d'unités dépend du cadre théorique dans lequel tu penses le monde. Ça veut dire que... Alors c'est 7, on peut en débattre. Mais c'est pas une unité fondamentale, le joule. C'est une unité qui se déduit qui se construit. La masse et qui se construit. Qui se construit. Qui a une dimension voilà, exactement. à plus d'un seul membre. Exactement. Donc ça, c'est les lois de la nature aussi qui vont te l'apprendre. C'est-à-dire qu'on a des équations et il y a un moment, dans ces équations, il faut que ce qui est à gauche et ce qui est à droite soient de même nature. Voilà. D'accord ? On dit les cordes, les torchons, les serviettes, les machins, quand vous connaissez tous ces citations. Donc c'est ça. Donc on compare des choses qui sont comparables. Et c'est la grande difficulté, c'est à partir de moment quand est-ce que des phénomènes physiques ou des quantités du monde vont être commensurables, est-ce que je peux les comparer ou pas? Et je ne peux pas comparer un joule et un mètre. Voilà, c'est un truc que je ne peux pas faire. Je ne sais pas faire. Mais je peux comparer différentes formes d'énergie, différents types de longueurs. Et toute la question va être de savoir quel est le minimum d'unités dont j'ai besoin. Et là, la réponse, elle n'est pas que théorique, parce que dans les 7 qui ont été cités, la mole, par exemple, n'est pas une unité. Tu vois, un mol, c'est un nombre de particules. Donc, c'est vrai que c'était utile aux chimistes parce que s'ils comptaient chacun des atomes, ça fait beaucoup. Mais donc, on a dit il y a un paquet d'atomes, c'est typiquement le nombre d'atomes que j'ai dans 12 grammes de carbone 12. Et ça, c'est une bonne unité parce que je travaille toujours avec quelques grammes en laboratoire. Et ça définit la mole. C'est juste comme l'unité astronomique, d'une certaine façon. C'est pratique. Mais normalement, il n'y avait pas besoin d'unité, c'est un nombre. D'accord ? Pour dire un micro, il n'y a pas besoin d'unité, c'est 1.
Voilà. Donc tu vois, dans ces unités-là, on peut se poser la question de savoir combien de véritables unités il y a. Et là, le débat est ouvert parce que ça va dépendre aussi de comment on lit la physique. Oui, et je pense que le système qu'utilise Jean-Philippe, il a l'unité d'énergie, mais pour la constante de Planck réduite et la vitesse de la lumière, il n'y a pas d'unité. L'unité est une unité et la valeur est unité pour ces deux-là. Donc, ça simplifie des choses énormément. Donc, Oui, on aurait pu très bien définir la sauf vitesse. on ne peut pas aller au marché avec ce système d'unité. Oui, on aurait très bien pu définir la vitesse de la lumière à égale à 1, et puis ça aurait simplifié beaucoup de choses pour les astronomes. Ça aurait peut-être moins simplifié pour les gens au quotidien. Pour la quantité de matière, enfin pour toute la partie chimie, pourquoi il y a eu la définition de la mole? C'est que pour eux, non seulement ils avaient besoin de définir la quantité, mais aussi, si je puis dire, la qualité. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de relier ça aussi à l'élément. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de la mole parce que ça va déterminer un certain nombre de concentrations, et la concentration de sodium ou d'oxygène, etc., dans une matrice et peut être très différente. Donc ils avaient besoin aussi de qualifier, et c'est pour ça qu'il y a eu cette unité qui a été introduite par les chimistes. Mais comme dit Jean-Philippe, globalement, ça peut être une pesée, c'est une concentration ou un volume. À partir de la pesée ou du volume, on peut définir quelle est une quantité de matière. Mais c'était vraiment parce qu'ils avaient besoin d'associer ça à aussi l'élément avec lequel ils travaillaient. C'est ça le point qui était différent. Mais sinon, la mole, comme dit, elle n'était pas forcément utile. Je pense que les chimistes ne vont pas être contents si je dis ça. Elle est pratiquement utile, théoriquement elle est inutile. Donc je pense qu'il faut toujours distinguer les deux. Et un deuxième exemple pour comprendre comment ça se passe, pour savoir quel jour j'ai besoin de rajouter une nouvelle unité. Donc par exemple, tu vois, tu connaissais la mécanique avec les forces, donc on avait des kilogrammes, on avait des newtons et ainsi de suite. Et puis un jour, M. Coulomb découvre les charges électriques. Alors il voit qu'il y a des forces, il écrit une loi sur comment est-ce qu'une charge électrique agit sur une autre charge électrique. Et donc il a une charge électrique, il ne connaît pas la dimension, mais il a une idée de quelle est la force créée par une charge électrique. Et il s'est dit, les forces, si je veux les mettre dans les lois de Newton, ça doit être des newtons, donc pour que masse fois accélération soit égale à la force électrique. Il dit, il y a un truc que je ne sais pas, qui est la charge, je ne sais pas dans quelle unité je dois la mesurer. Il a du R carré, donc il a des mètres carrés, il a tous ces trucs-là. Et il dit, ça doit être des newtons. Donc soit il va définir une charge pour la charge électrique, il va dire, c'est du coulomb, et puis je dois avoir une constante de conversion avec du coulomb à l'intérieur et puis des mètres et tout ça pour que ça soit égal, ou il dit en fait je veux pas de constante devant, et la charge, sa dimension va être définie par l'équation pour dire que j'ai des deux côtés des newtons. Donc il introduit un nouvel élément de la nature, il a découvert la charge électrique, et il a le choix, parce que cet élément-là, comme tu peux le questionner, il est relié à d'autres quantités physiques que tu peux manipuler, soit ça va définir l'unité, soit il va introduire des constantes et introduire une nouvelle unité. Et là, à chaque fois, le débat est de savoir quel est le plus pratique pour faire des mesures. Est-ce que c'est introduire une nouvelle constante ou de définir une nouvelle unité ? Et il n'y a pas de règle. Et d'ailleurs, on a souvent changé d'avis dans ces stratégies. C'est la même chose pour la constante de Newton. Exactement. Il y a eu une transition quand même extrêmement importante qui a été la transition entre les unités matérielles et les unités immatérielles. Le système actuel, comment s'est faite cette transition et quelles conséquences ça a? Alors, dans la vie des physiciens, je comprends à peu près, dans la vie des gens qui ne sont pas physiciens et qui vont au marché ou qui font du sport. Il faut savoir que depuis 2018, légalement au marché, vous n'allez qu'avec une horloge. Vous achetez pas des kilogrammes de pommes de terre, mais il faut mettre ça en secondes. Tout devrait voilà, il n'y a plus que la seconde. Oui, je sais bien, je plaisante. Dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement complexe. Je pense que le plus intéressant, c'est peut-être 1983, avec pourquoi est-ce qu'on a décidé de fixer la vitesse de la lumière. Et je te laisserai dire pour les expérimentateurs, mais pour les théoriciens. Pourquoi est-ce que pour les théoriciens, c'était nécessaire de faire ça? Voilà une règle d'1 mètre. D'accord, elle fait 1 mètre. Je la mets là. Est-ce qu'elle fait toujours 1 mètre? Je la mets là. Est-ce qu'elle fait toujours 1 mètre? Et je la tourne comme ça. Est-ce qu'elle fait toujours 1 mètre? Alors, ça... Un espace dans lequel je prends une longueur et que je peux la déplacer, la tourner, c'est un espace qui est homogène et isotrope. Donc l'espace d'Euclide est homogène et isotrope. Tous les triangles rectangles, si je les déplace dans l'espace, ont la même taille, ont les mêmes angles et tout ça. En relativité générale, l'espace-temps est courbe. Donc en fait, à partir de ce moment-là, il n'existe plus d'objet rigide. Il n'existe plus d'objet qui va garder sa taille, sa forme quand je le déplace dans l'espace et dans le temps.
D'accord ? Donc, comment est-ce que je fais ? Ça n'existe pas, les longueurs n'existent pas. Et ce que nous apprend la relativité générale, c'est que la seule chose que je peux mesurer, c'est le temps mesuré, ce qu'on appelle le temps propre, le temps mesuré par ma propre montre. C'est-à-dire que Céline et moi, eh bien, si on a la même montre, eh bien, on n'a pas le même temps. Et si je mets ma montre à ma cheville plutôt qu'à mon poignet, eh bien, elle va varier. Là, je ne sais pas s'il y a, voilà, il y a à peu près 1 mètre. On va avoir 10-16 de différence entre les deux horloges. La théorie nous dit ça. Donc, si je sais ça, définir une longueur mètre n'a aucun intérêt, c'est-à-dire du point de vue du théoricien. Bien sûr, les effets sont tellement faibles que pour toutes les expériences de laboratoire qu'on pouvait mener à l'époque, c'était une discussion qui était inintéressante. Mais il y a un moment où on se dit il faut quand même que la théorie de la mesure soit compatible avec les théories que l'on croit être les bonnes théories de la nature. Et la seule façon de faire qui était compatible avec la théorie était de fixer la vitesse de la lumière et donc de dire ben voilà, je vais définir la distance entre nous deux, je vais t'envoyer une petite particule de lumière, tu vas me la renvoyer, je vais mesurer mon temps aller-retour, et moi je vais pouvoir calculer, définir à ma montre à moi, et ça sera la distance mesurée par moi. Et c'est vrai que si c'est Richard qui fait la différence, ou toi en fait, la question de savoir est-ce que si la distance entre nous deux dépend du fait que ça soit moi ou toi, eh bien c'est pas toujours vrai. Si je suis dans un espace en expansion comme en cosmologie, la distance vue de moi et la distance vue de toi, comme il y a le temps aller-retour et que l'univers se dilate entre les deux mesures, n'est pas la même. Donc on va avoir 2 mesures qui vont être différentes, mais si on se les échange et qu'on se dit comment on a mesuré, on va être d'accord, parce qu'on va calculer comment l'espace-temps a changé entre les deux, et on va être tout à fait d'accord. Donc repenser la comparaison de ce qu'on va mesurer doit être extrêmement précis, et on doit donner le protocole de comparaison. Et c'est ce qu'a compris Einstein, en fait, dès la relativité restreinte. Il était à Berne, il y avait toutes ces horloges, et il se dit comment est-ce que je peux être sûr de synchroniser toutes ces horloges ? C'est un problème je dois synchroniser des horloges. Et aujourd'hui, on en est encore là, et c'est la grande difficulté. Donc tu vois, la théorie rentre tout de suite là-dedans. Et ensuite, il y a ça, je vous laisse parler, ce qu'il faut faire en laboratoire, parce que c'est une autre histoire. Oui. En fait, mais la raison qu'on a choisi la vitesse de lumière, c'était pratique. Voilà aussi. Parce qu'on a essayé de mesurer la vitesse de lumière. Et le problème, c'était impossible après une certaine précision. Pourquoi? Parce que la mesure de longueur, vitesse, pas un problème. et donc, on avait dit, bon, on peut trouver un laser qui était meilleur que ce qu'on avait, donc avec et définir son longueur d'onde, mais ça va changer tout le temps. Mais ce qui ne va pas changer tout le temps, c'est la vitesse de la lumière. Donc, et une fois qu'on mesure une fréquence, on a la longueur gracieusement. C'est ce qu'on fait. Okay. Alors, ce qui est important, ce qu'ont dit Jean-Philippe et Richard, c'est capital. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a essayé de changer d'unité, il faut que l'unité, elle englobe la définition précédente. Elle va prendre en compte l'évolution de notre connaissance, mais elle va toujours englober la définition précédente parce qu'il ne faut pas qu'on change complètement le système. Donc ça, c'est capital. Donc à chaque fois, il faut voir, c'est un processus qui est long, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est une conférence générale qui est diplomatique, qui se fait entre tous les États membres. Et donc la définition, on ne la change pas en 2 minutes. Il faut qu'il y ait des preuves scientifiques, qu'il y ait des expériences qui ont abouti. Et pour l'instant, on n'a parlé que d'unité et de grandeur, mais ce qui est aussi important, c'est l'incertitude qu'on associe à cette grandeur, à cette unité. Donc, c'est aussi l'évolution de notre connaissance et donc de la précision. Nous, on parle d'incertitude de mesure, on ne parle jamais de précision dans notre langage, mais c'est plus facile ici. Donc, il faut voir que la précision et la demande sociétale est aussi en termes de précision de plus en plus fine. Et c'est ça aussi qui fait évoluer la définition des unités. Alors, pourquoi on a changé toutes ces unités ? D'abord, parce qu'au début, il faut savoir quand même que, par exemple, le kilogramme, c'est quand même un élément extraordinaire. Il est resté pendant presque plus de 150 ans. Le kilogramme de référence, c'était juste un étalon de 39 mm sur 39 mm, un étalon de platine irradiée qui avait une stabilité incroyable parce que il faut imaginer les physiciens du 18
XVIIIe siècle, élaborer un matériau hyper stable, poli, à une fine précision, qui fasse exactement 1 kg, qui a été disséminé dans le monde entier. Et cette définition est restée jusqu'en 2018. Je pense que ça, c'est extraordinaire. Alors, pourquoi le kilogramme est aussi resté? Parce que les instrumentiers, les industries ont fait d'énormes progrès aussi sur les comparateurs de masse. Et enfin, Richard est le spécialiste de la définition de la masse. Donc, ça aussi, ça fait que cette définition n'a pas changé et qu'on ne trouvait pas, au niveau physique, le moyen simple de remplacer cette unité. Par contre, ce que disait Jean-Philippe, c'est qu'au niveau de la partie temps, c'est-à-dire la mesure du temps, les horloges ont fait des progrès tellement extraordinaires dès 1950. Je veux dire, c'est les Anglais qui ont commencé par une horloge à atomes et c'était vraiment une révolution. Ils ont, enfin vraiment, et toute la communauté s'est mise dessus et ça a évolué, mais extrêmement vite. Et à l'heure actuelle, on gagne en précision un facteur 10 tous les 10 ans, ce qui est incroyable. Donc ça a permis, et ne pas croire que vous ne l'utilisez pas tous les jours. Vous disiez non, c'est que les chercheurs, mais non, pas du tout. Certes, on a des horloges qui sont précises à 10-17, 10-18 à l'heure actuelle, mais il y a 20 ans, vous ne pouviez pas vous positionner avec votre GPS parce que les horloges n'avaient pas une incertitude suffisante qui permettait de vous géolocaliser. Et entre autres, la marine, pour eux, c'était capital. Ils sont passés du sextant à la mesure par satellite. Ça a été une révolution parce que les horloges ont fait un bond énorme en termes d'incertitude de mesure. Et ça, au quotidien, vous pouvez avoir l'indicateur de votre bus parce que nos horloges ont fait un bond en termes d'incertitude d'un facteur 1000. Donc ça, c'est pas que pour la science, c'est aussi pour le quotidien. Je voudrais juste dire un mot sur la vitesse de la lumière, en fait. Ah oui, parce que c'est... Dans les archives du Bureau international des poids et mesures, on a une très très belle lettre d'un physicien suisse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charles-Édouard Guillaume, qui est alors directeur du Bureau international des poids et mesures et qui écrit à Albert Michelson, qui est en train de faire justement de mesurer la vitesse de la lumière. Et il lui écrit une très belle lettre dans laquelle il lui dit, c'est extraordinaire parce que si on avait pu définir la vitesse de la lumière avec une précision suffisante au moment de la Révolution française, on serait allé prendre cette définition-là, qui aurait été pratique dans plein de domaines différents, plutôt que d'aller chercher à sortir une unité d'après les mesures de la Terre. Le principe en métrologie aussi, c'est que quand les définitions changent, il faut que tout change sans que rien ne change pour l'utilisateur final. Que ces changements de définition se fassent de façon complètement imperceptible en fait par la société. Inodore, incolore et sans saveur. Et tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que à la Révolution française, vu qu'il n'y avait pas eu Maxwell, une vitesse, on savait déjà, Galilée, tout ça, que la vitesse, quand je mesure une vitesse, ça dépend une vitesse par rapport à quoi? C'est pas quelque chose d'absolu, une vitesse. Et l'idée de se dire que la vitesse de la lumière est un invariant, d'accord, est la même quel que soit le référentiel, qu'elle ne dépend pas de la vitesse de l'émetteur et du récepteur, ainsi de suite, c'est pas trivial. Tant que tu n'as pas Maxwell, tu peux même pas imaginer le faire, tu peux le faire par la pensée, mais en fait, ça n'a aucun sens. Si je prenais la vitesse du son, par exemple, pour définir, je pourrais faire la même chose. Et d'ailleurs, on le fait quand il y a le tonnerre, tu comptes comme ça, tu dis c'est à peu près à telle distance. Mais en fait, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'il fallait que la théorie justifie qu'une vitesse ne dépend pas en fait du référentiel par rapport auquel tu mesures cette vitesse. Et ça, c'est scandaleux d'un point de vue de la physique qu'on apprend au lycée, par exemple, c'est scandaleux. C'est-à-dire ça ne devrait pas être le cas. Quand on dit aux étudiants de terminale, la vitesse de la lumière est constante, ils devraient se dire, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est ça qui a poussé Einstein à la relativité restreinte, d'une certaine façon. Et donc, on voit que la théorie rentre même, tu vois, partout, à chaque niveau. Et puis, par rapport à ces histoires de précision, là tu parlais du kilogramme, c'est vrai qu'il y avait cet objet qui était là, mais c'est quand même 1 kilogramme. Et le jour où vous voulez mesurer une masse de particules, oui, mais le truc, c'est que c'est un objet macroscopique, donc du monde de tous les jours. Ça se voit. Ça se voit. Je veux mesurer la masse d'un électron ou la masse d'une particule. Comment est-ce que je fais? Parce que, bien sûr, le kilogramme, on peut rajouter une ou deux particules, ça ne va pas changer le kilogramme. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir la précision nécessaire pour la masse des particules? Et ce qu'on savait très bien faire, c'est te dire que l'électron est 1836 fois plus léger que le proton. Donc, les particules les unes par rapport aux autres. Donc en unité atomique, on avait des mesures très précises qui étaient des ratios, mais donc on va choisir une particule comme étant un nouvel étalon de masse pour la physique des particules, mais dès que tu les mets en kilogrammes, la précision va être beaucoup moins bonne. Donc tu vois que le choix de la référence, le choix de la définition va affecter la précision des chiffres que tu vas donner par rapport à... Alors quelle est la nouvelle définition du kilogramme? Oula. Allez, on va...
Richard, quelle est la nouvelle définition du kilogramme, que je puisse en parler à mon boucher quand je vais le voir? La nouvelle définition, c'est il donne une valeur exacte à le produit de la constante de Planck, la fréquence de l'horloge atomique sur la vitesse de lumière carrée. Oui. Et ça, c'est la définition. Bon, c'est pas gagné alors. Non, il est vrai qu'expliquer la nouvelle définition, c'est quand même pas Et simple. donc, c'est vraiment immatérialisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme nous avons déjà dit, que la lumière, la vitesse de lumière et la fréquence de l'horloge atomique étaient définies pour être exactes en 1967. 67, ouais. Et 43, je crois, pour la vitesse de lumière. Donc, dans le passé, on a déjà une grande expérience. Si on rajoute à ça la constante de Planck, son unité, c'est le kilogramme. Et des distances et temps. Donc, la distance et temps, c'est déjà défini. Si on fixe le constante de Planck, on définit l'unité de masse, on fait la définition du kilogramme. Par conséquent. Donc, en fait, c'est une équation, c'est les dimensions d'une équation qu'on prend à l'envers et on en extrait un morceau et à partir de là, on dit, autre chose, on sait comment mesurer la constante de Planck, donc on sait comment mesurer le kilogramme. Voilà. Oui, parce que ce que dit Richard est capital, c'est-à-dire que au quotidien, on doit être capable de le mesurer aussi, et avec une incertitude suffisante. Et là, la difficulté pour changer cette définition, c'est qu'il n'y avait pas un accord international entre différentes expériences. Donc, il y avait une expérience de mesure du nombre d'Avogadro à partir d'une sphère de silicium. Il y avait une expérience de balance du watt, c'est-à-dire un équilibre entre une mesure statique électrique et une mesure dynamique qui incluait des unités aussi électriques. Et donc, ces deux expériences, pour l'instant, il n'y avait pas un accord. Donc, tant qu'il n'y avait pas un accord, alors il y avait un accord au niveau de la valeur, mais quand on descendait en incertitude, là, il n'y avait plus d'accord. Donc, c'est à partir du moment où on a eu un certain accord, on s'est dit, on a plusieurs expériences qui sont différentes, qui se rejoignent finalement. Donc, en effet, on peut changer la définition. Tant qu'il n'y a pas, au minimum, plusieurs expériences qui donnent le même résultat, on ne changera pas de définition. Parce qu'il faut qu'on soit à peu près sûr du résultat et qu'on soit sûr vraiment de la théorie, de la partie complètement physique ou chimique des équations, pour être sûr qu'on ne va pas changer un système et de devoir le rechanger 4 ans après. Ça, c'est pas possible. Et surtout qu'elle englobe la définition précédente. Donc, à l'heure actuelle, la définition du kilogramme, on sait la réaliser à partir d'une expérience de balance du watt, à partir de la mesure du nombre d'Avogadro. Et on peut la faire de manière reproductible. Et maintenant, avec cette nouvelle définition, on peut faire directement une mesure. Avant, comme le disait Jean-Philippe, c'était extrêmement compliqué d'aller du kilogramme. Imaginez d'aller du kilogramme même au milligramme. Ça demandait une dichotomie des mesures, c'est-à-dire on faisait 1 kg qu'on comparait à 2 fois 5 kg, puis après 500 grammes. Ensuite 500 grammes qu'on comparait, etc., à 250, puis etc. Toute une chaîne. Et pour arriver au milligramme, vous imaginez toute la chaîne. Maintenant, on peut réaliser directement une expérience, puisqu'on a fixé la constante de Planck, on sait quelle est sa valeur. Donc on va faire peut-être une balance du watt qui va mesurer directement un milligramme. Et on n'a plus besoin de se référer au kilogramme. On va faire une mesure directe du milligramme. Et ça change complètement. Donc on va pouvoir faire des mesures beaucoup plus précises qui vont changer un peu la donne dans différents secteurs d'activité ou au niveau industriel ou sociétal. Et au niveau évidemment fondamental, ça c'est sûr. Non, mais moi, quand j'étais petit au laboratoire, on pesait au microgramme. On pesait au microgramme par comparaison. Non, mais on pesait, voilà, une balance, un truc. Ça marchait à peu près, c'était bien étalonné, température et tout ce qu'on veut. Donc le point important, ce que tu viens de dire, c'est qu'elle est étalonnée. Ah, oui. Parce qu'en fait, ta balance, elle mesure toujours quelque chose avec la précision que tu veux. La question, c'est que tu prends deux balances et à quel point ces deux mesures de la même chose sur deux balances différentes, vous allez être d'accord. Et c'est le truc, c'est étalonner. C'est aussi ce que vous faites au LNE, c'est qu'à un moment, toutes ces balances, il faut les étalonner pour qu'on soit sûr que la précision qui est affichée sur l'écran
soit quelque chose qui fasse sens. C'est un point, c'est comment est-ce qu'on transmet. Il y a deux choses. Il y a d'une part la certification, j'allais dire, d'une mesure ou d'un instrument, et comment on transmet cette valeur de votre laboratoire ou du laboratoire en Suisse qui mesure le temps, je ne sais pas, et mon boucher à Carrefour quand je lui demande 2 kilos là, de filet. Alors justement, c'est là où le Bureau international de poids et mesure et la Convention du mètre sont totalement essentiels. C'est-à-dire qu'on a défini un système d'unité, un système de grandeur, avec des incertitudes qui sont les meilleures possibles. Maintenant, c'est bien de les définir, mais il faut qu'on puisse les réaliser. Donc il y a différents laboratoires dans le monde qui réalisent les références pour une grandeur donnée avec une incertitude la plus fine possible. Sauf que, comme le disait Jean-Philippe Usan, quand vous êtes dans votre laboratoire, si vous ne savez pas ce que fait le voisin, ça ne sert à rien. Donc, il y a ce système de comparaison au niveau international qui est essentiel, c'est-à-dire que vous allez avoir votre référence, il va falloir la comparer au laboratoire suivant pour être sûr que vous êtes au même niveau, ou alors vous savez quelle est l'erreur que vous avez ou le décalage que vous avez par rapport à cette valeur. Ça, c'est un premier jet. Et après, vous allez devoir le descendre jusqu'à l'utilisateur. Et donc pour ça, il faut que votre référence, elle soit reconnue, donc validée au niveau international. Donc ça, c'est le rôle évidemment du Bureau international des poids et mesures, et puis aussi des régions de métrologie qui se sont créées parce que, vu le nombre croissant de laboratoires, c'était important. Ensuite, ce laboratoire de référence, il va falloir qu'il étalonne, donc il raccorde des étalons secondaires. Donc ça peut être des industries, des laboratoires qui ont une référence qui va être raccordée à une référence qui elle est reconnue internationalement. Et donc du coup, elle va être reconnue elle-même. Et lui, il va pouvoir accorder des instrumentations, des entreprises qui font de l'instrumentation, des équipementiers, des laboratoires qui, eux, vont avoir une valeur qui va être certes dégradée en termes d'incertitude, mais au niveau international, elle sera traçable, on parle de traçabilité ou de raccordement, au système international d'unité par une chaîne. Alors on dit qu'il faut une chaîne continue et qui soit donc ininterrompue, mais surtout qui soit reconnue. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les organismes d'accréditation qui ont été créés, parce qu'à un certain moment, entre le laboratoire de référence et les utilisateurs, il y a une reconnaissance, il faut qu'aussi il y ait cette reconnaissance, et ce n'est pas qu'un seul laboratoire qui peut le faire, donc il y a des organismes d'accréditation qui sont là pour accréditer des laboratoires ou des entreprises, pour dire oui, vous avez mis en place une chaîne de mesure qui est traçable, avec une incertitude qui est reconnue par toute la communauté internationale. Mais concrètement, là, quand je vais jeter de l'essence... Oui, alors ça c'est encore pire, c'est de la métrologie légale. Ah mais bon, c'est concret. Oui. Je fais pchit... Et là, il y a des litres qui sortent. Oui, non, c'est des débits en fait. Oui, litres par heure. Voilà. Je vais payer des litres à la fin. Oui. Il y a un débit qui sort, il y a un flux, mais à la fin, j'ai l'intégrale. Je vais payer des litres. Tout à fait. On est d'accord, ça quand même. Tout à fait. D'accord. Donc, voilà. Donc c'est un mètre transformé, un mètre par mètre par mètre. D'accord. C'est l'unité de base, c'est le mètre. Comment est-ce que il y a marqué balance, certifié, machin, tatati, tatata, etc. Pourtant, ce qui me sort en plus de ça, c'est des trucs électroniques maintenant qui n'ont rien à voir. C'est pas du tout mécanique, la transmission entre la quantité, c'est vraiment entièrement... bon. Comment est-ce que je passe de la constante de Planck qui me définit le kilo, la longueur d'onde de je ne sais trop quel du césium qui définit le mètre, comment je passe de ça dans ma pompe, à mon litre dans la pompe? Comment est-ce que ça, c'est certifié? Quelles sont les transformations et quelles sont les mesures, quelles sont les différentes étapes qui passent donc de ces évaluations théoriques, de ces définitions fondamentales à un truc extrêmement concret qui est, voilà, c'est 2,39 € le litre. Alors, je ne sais pas quel est le plus simple, si on remonte ou si on descend. Alors dites-moi, on va remonter, on va passer... Donc voilà. Vous avez un volume dans votre réservoir. Voilà, j'ai un volume. Bon. En fait, ce volume, il va être calculé à partir d'un débit, donc un volume par seconde. Donc ça, c'est assez facile parce que le temps, comme l'a dit Jean-Philippe, on le connaît de manière hyper précise. Donc vous allez avoir dans votre pompe, on va définir un débit et par rapport à ça, on va en définir le volume. Ça, la pompe, elle va être regardée, alors ça c'est une mesure légale, c'est-à-dire qu'il y a des instruments de mesure
qui sont obligatoirement surveillés par des directives européennes. C'est ce qu'on appelle la métrologie légale. Donc il y a les taximètres, les pompes, les radars, enfin tout ça, c'est vraiment défini par la métrologie légale. Donc il y a un service de métrologie légale, donc du ministère de l'Industrie, qui vérifie que le débit de cette pompe va être vraiment correct et que vous avez bien le volume qui est décrit sur la pompe dans votre réservoir. Donc comment il fait? C'est-à-dire qu'il y a des instruments, donc une pompe c'est un instrument de mesure, un instrument ça va être une mesure de débit, donc ils vont mesurer quelle est la masse, le volume que vous allez avoir dans votre réservoir par unité de temps. Alors ça peut être aussi par une pesée, ça peut être aussi par gravimétrie, hein, parce que ce soit le volume ou la masse, ça vous permet d'avoir le volume. Ça dépend de la densité. Hein. Voilà. Ça va d'abord la densité. Voilà. Hein. Donc il y a évidemment les conditions. Alors il faut savoir que toute mesure, évidemment, se fait dans des conditions environnementales bien précises. Donc température, humidité, vibration. Enfin, il y a aussi tout. Ils viennent avec un récipient, une chambre alors, de mesure. Il y a tout un processus. Il y a tout un processus pour la métrologie légale. C'est d'abord, il y a le fabricant, il va faire un instrument. Il doit avoir une validation de son prototype qui doit être validé par la métrologie légale. Ensuite, il va y avoir des vérifications périodiques. Comme quoi cet instrument il donne la bonne mesure. Donc c'est pareil, il va devoir être accrédité et l'accréditeur va vérifier qu'il est étalonné régulièrement à une référence. Donc cette référence, on va dire, elle a été vérifiée au niveau international et du coup il va avoir, si sa valeur est bonne, il va être accrédité. Si sa valeur n'est pas bonne, il ne pourra plus délivrer de mesure de débit. Donc il y a la partie instrumentale qui est vérifiée et la partie après étalonnage du débit qui va. Mais cet étalonnage, il se fait. C'est physique, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mesures. Ça va être en laboratoire. On va mesurer un instrument. On va comparer avec un débit de référence. De toute façon, une mesure pour un étalonnage, c'est une comparaison d'une référence à une comparaison à un étalon qu'on ne connaît pas. Donc un instrument qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est un étalon qu'on connaît, qu'on a qualifié, alors après à différents niveaux, par rapport à un inconnu. Et un étalonnage, il n'est valable qu'à un instant T. Hein. C'est-à-dire qu'il est uniquement valable à l'instant où vous le faites. À l'instant T plus 1, il est plus valable. Alors, on connaît en général la dérive, on sait comment il se comporte dans le temps, donc on se dit, voilà, connaissant la dérive, le temps, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, on arrive à savoir pour combien de temps il peut être valable. On peut faire les corrections au cours du temps de cette mesure. Mais il est étalonné en laboratoire ou sur place. Donc en métrologie légale, par exemple les balances, on ne va pas déplacer toutes les balances des commerces. C'est la métrologie légale qui se déplace sur place et qui va faire des comparaisons. Voilà. Donc ils viennent avec des masses en général. Des masses avec la précision requise. Quoi. Tout à fait. Voilà. Comme Maguelone avait dit, quand on a changé la définition du kilogramme, il n'y avait aucune influence sur la plupart du monde. C'était juste au top niveau. On n'a pas changé les masses étalons distribués. En fait, ce que dit Richard, c'est qu'avant, tu avais cet étalon qui était le kilogramme, d'accord. Mais après, il y avait des étalons secondaires qui étaient comparés régulièrement. Et puis, chaque pays avait des copies qui étaient régulièrement étalonnées. Maintenant, tu fais la même chose, sauf qu'au lieu de comparer à cet étalon qui était matériel, tu as tout un processus pour que les étalons secondaires soient calibrés par rapport à la constante de Planck. Donc en fait, c'est que la première étape qui va changer d'une certaine façon. Et après, localement, les gens peuvent continuer à travailler. Alors ça dépend le type de mesure que tu veux faire. Si c'est une mesure de très grande précision en laboratoire, tu ne vas pas faire comme ça. Mais pour tout ce qui est le commerce, tout ça, en fait, l'étalon secondaire national va être suffisant. Donc c'est juste la façon de vérifier sa dérive par rapport à la référence internationale. Ce que les gens faisaient avant, ils arrivaient avec leur mallette au Bureau international des poids et mesures. C'était une expédition diplomatique. Oui, je sais, sous valise. Il y a un petit film qui raconte ça, qui est assez drôle d'ailleurs. Et les gens venaient, il fallait qu'ils fassent leur comparaison. Parce que tu peux raconter ça, parce que c'est quand même ça le point important. D'ailleurs, on demande encore, alors là pour le coup c'est Richard qui connaît ça bien mieux que moi, puisque ça a été lui le gardien du prototype international du kilogramme, et donc de tout ce qui découlait de cela pendant de très nombreuses années. Mais on a alors ce sont des étalons, quand c'est l'étalon national qui voyage, il voyage avec la valise diplomatique. Donc avec un certain stress pour la personne je me rappelle d'une personne de Malaisie, la valise est menottée, que Maguelone connaît très bien, qui était arrivée à une réunion donc, du CCQM, qui est le comité pour la chimie, tout paniqué parce qu'il avait dans sa valise l'étalon national, tout pour la Malaisie,
qui venaient être comparés. Voilà, et donc, ça, je veux bien vous croire. Donc ça reste, et des pays demandent encore à ce qu'on leur fabrique des étalons de masse, des étalons physiques, malgré la redéfinition en 2018. De temps en temps, quand on a changé la définition, j'avais des questions. Est-ce que je suis triste qu'on a changé la définition? Et j'avais dit, je suis ravi. Parce que c'était vraiment... c'était quelque chose qu'on peut lire dans un roman de 19e siècle. Un truc comme ça avec 3 clés. Il y avait toujours les 3 clés, même en France. Il faut 3 clés pour ouvrir la... Pour ouvrir la porte. On voit le kilogramme, mais on n'utilise pas le kilogramme parce qu'il y a un danger de l'abîmer pendant l'usage. Donc, c'est très peu utilisé. Donc, c'était vraiment pas très... C'était le meilleur qu'on avait, mais c'était pas très bon quand même. On n'avait pas le droit d'y toucher. La différence quand même importante, si j'ai bien compris, hein, c'est que pour les unités, dans le temps, il fallait venir avec sa mallette, avec pour le mètre, avec pour le kilo. C'était les 2 principales unités, je pense, qu'on mesurait. Parce que pendant très longtemps, c'est ce qui correspondait aussi aux besoins de la société, en fait. Oui. Quand au départ, le mètre et le kilogramme, qui sont le mètre et le kilogramme des archives, qui vont être déposés donc en 1799, on ne sait pas faire mieux, en fait. Et ça correspond parfaitement aux besoins qui sont essentiellement ceux du commerce, déjà, pouvoir échanger au niveau international de façon facile en étant d'accord d'un bout à l'autre de la chaîne. Et puis après, on va évoluer. Parce que finalement, la définition, elle change, mais elle change sur une longue période de temps. Alors, longue période de temps à l'échelle d'une institution, par exemple, pas à l'échelle de l'humanité. Mais le mètre, par exemple, déjà entre 1799 et 1889, oui, c'est un mètre physique, un mètre étalon, oui, mais qui est un mètre à trait et non plus un mètre à bout. Parce qu'entre-temps, on a décidé de donner une meilleure forme à ce mètre en gravant des traits, donc entre 2 extrémités où ça fait 1 mètre, mais avec une règle qui fait un petit peu plus d'1 mètre. Donc ça, Richard me corrigera si je dis des âneries, mais c'est aussi dû parce que quand on passe ces étalons de longueur dans les comparateurs géodésiques, si on a 1 mètre à bout, ça frotte et donc ça abîme la surface, alors que le mètre à trait, outre le fait qu'au niveau de la flexion, etc., il est plus adapté. Et puis, mais dès 1892, on commence, et déjà dès 1887, le Comité international des poids et mesures se dit qu'il serait quand même intéressant de se pencher sur une autre façon de définir le mètre, de s'intéresser aux longueurs d'onde. C'est comme ça que Michelson viendra faire la première détermination de la valeur du mètre en longueur d'onde, qui est une des grandes expériences de métrologique fondamentale au tournant du XXe siècle. L'interférométrie. Et tout ça est possible aussi parce qu'il y a aussi des acteurs derrière tout ça, parce que par exemple les directeurs du Bureau international qui vont diriger le bureau à partir de 1889 et pendant les années qui vont suivre, en tout cas le premier qui est Benoît est un physicien de l'optique. La physique de l'optique, c'est aussi une école d'excellence française, donc on va se servir aussi, prendre appui sur cette excellence-là pour pouvoir développer des expériences. Et puis finalement, en redéfinir une première fois le mètre en 1960, avec le dispositif de la lampe à krypton. Et puis après, avec Einstein, les lasers, on a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui est la vitesse de la lumière. Mais en 1960, alors d'un point de vue métrologique, sans doute, c'est une définition un peu de transition, puisqu'elle va durer que 23 ans. Mais si on la regarde avec une perspective historique, en fait, on voit quand même que c'est l'aboutissement d'années et d'années de recherche en laboratoire, etc., puisque les travaux sur les longueurs d'onde, elles vont commencer très tôt, et elles vont se poursuivre avec Benoît, au Bureau international des poids et mesures, qu'on connaît très peu. C'est marrant aussi de voir ce que l'histoire retient des acteurs scientifiques, avec des gens comme Albert Perrard, qui sera directeur du Bureau international des poids et mesures de 1936 aux années 60, et qui va d'ailleurs décéder d'une façon très triste, juste à l'ouverture de la conférence générale, qui va finalement sanctionner ce travail-là.
Et donc c'est aussi l'aboutissement de beaucoup de travaux en laboratoire avant de passer à quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps, qui est la vitesse C'est-à-dire que de la lumière. maintenant, en fait, on n'a pas besoin de se déplacer pour étalonner, pour un certain nombre de choses. On pourrait le faire de façon... les définitions, la constante de Planck, on suppose qu'elle est constante. Donc on n'a pas besoin de venir à Meudon pour étalonner le kilogramme, par exemple. Donc on est capable normalement, avec ces mesures théoriques en longueur d'onde, on devrait être capable de définir des étalons nationaux, matériels, pour rester dans mon concret à moi, sans avoir besoin de se déplacer. Alors qu'avant, il fallait se déplacer. C'est un des avantages. Et le fait de ne pas avoir des talons primaires matériels, parce que une longueur d'onde, c'est matériel, c'est quand même un atome quelque part. Mais macroscopique, on va dire, c'est que c'est tous les effets d'environnement dont on a parlé tout à l'heure. Je veux dire, l'allumette, il y avait aussi à quelle température. Vous changez un peu la température, il va y avoir de la dilatation. Donc dès que tu comprends un peu plus la physique, tu te rends compte que tu avais une barre. Ah bah oui, maintenant je la change de champ de gravitation, elle n'a pas la même longueur. Je change la température, elle n'a pas la même longueur. En fait, tu te rends compte que, bien sûr, pour définir l'unité, tu dois aussi mesurer un certain nombre de paramètres de l'environnement qui, eux aussi, dépendent de certaines unités qui ont une certaine précision. Donc, en fait, il n'y a pas une unité qui est dégagée de tout le système. C'est un système global et c'est la cohérence du système qui est importante. Et il faut être capable de définir toutes les unités avec la même précision parce que sinon, il y a des mesures annexes que tu dois contrôler, de paramètres que tu dois contrôler dans la réalisation de ton unité qui font que ça va dégrader ta précision. Et donc c'est ça qui a été pensé dans ce nouveau système, c'est-à-dire qu'à la fin, d'un point de vue strictement théorique, vraiment, qui n'est pas le point de vue pratique, c'est j'ai défini des constantes, là il y a les lois de la physique, et j'ai une horloge atomique. Et c'est tout ce que je fais. Mais quand tu veux réaliser les choses avec la balance de Watt, il faut quand même que tu mesures le champ de gravité local et beaucoup de choses. Ce qui fait que c'est là où ça va. Là, quand tu vois une balance de Watt, comment ça fonctionne, tu te dis, il y a tellement de choses, l'ajustement, l'alignement, la mesure des angles, la mesure de la température, la mesure électrique, la mesure du champ de gravitation local au niveau de la balance, fait que c'est tout ça qui va limiter la précision de ta réalisation du kilogramme. Donc tu vois, c'est toujours distinguer les deux et de se dire que en physique théorique, d'un point de vue théorique, on a toujours pensé le système isolé, et c'est ça qui nous a permis de faire avancer la science, c'est le système isolé sur lequel on va avoir des lois qui vont être ces lois mathématiques assez abstraites, mais dès que tu es dans un environnement, tu sais que l'environnement en fait va dégrader, oui. Et toute la physique expérimentale, c'est de créer des systèmes qui se rapprochent le plus possible du système isolé. On sait que ce n'est pas possible, mais c'est donc d'arriver à contrôler le plus son environnement. Et le pire, c'est peut-être la gravitation, parce qu'on ne peut pas s'isoler de la gravitation. Non. Voilà, la température, on peut, le reste, on peut. La gravitation, vous ne pouvez pas vous en isoler. Ça y est, ça c'est un... Oui, mais même la définition de la seconde, avec l'horloge atomique, il définit la fréquence, mais c'est la fréquence non perturbé et c'est le temps propre. Mais ça, c'est facile de mettre des mots non perturbés. Après, parce qu'on ne sait pas les définir. On ne sait pas définir une perturbation dans ce cas-là. Oui, mais les perturbations sont bien étudiées, sauf pour les perturbations qu'on ne connaisse pas. Alors, justement, vous touchez un point qui est essentiel, c'est-à-dire que le travail du métrologue au quotidien, ça va être un travail de fourmi, c'est-à-dire quand il va faire une mesure, il va regarder tout ce qui va pouvoir perturber sa mesure et devoir pouvoir la quantifier. Et ça, je vous assure, c'est un travail incroyable. Et des fois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, parce que ça ne rentre pas dans l'équation, mais ça va perturber vraiment l'ensemble du système, qui fait que la mesure, elle va avoir une dérive, elle va avoir un biais, elle va être pas conforme à ce que l'on attend. Et quand on atteint des précisions qui sont extrêmement fines, c'est de plus en plus compliqué. Donc l'environnement est extrêmement important et le travail du métrologue, ça va être vraiment de chercher chaque perturbation. Pour les horloges, ça peut être tout ce qui est corps noir, tout ce qui est environnement électromagnétique. Donc il va falloir peut-être des blindages, il faut penser à tout ça et dès la réalisation de l'expérience. D'où le fait que on fait une première expérience, puis on voit qu'il y a des choses qu'il faut modifier, on va refaire une expérience. Et c'est ce que disait Céline, d'où le fait que ça prend énormément de temps. Et par contre, à un moment donné, on a besoin quand même de se raccorder un étalon physique. Donc on peut avoir de superbes expériences qui sont complètement isolées, avec une belle définition.
Mais à un moment donné, la personne qui va faire un comparateur de masse, il va avoir besoin d'une masse physique qui va être comparée à un instrument. Donc il y aura quand même toujours besoin d'avoir ce transport, mais pas à des niveaux de référence. C'est beaucoup plus simple quand même. On a une moins on a moins de pression. Précision, c'est ça. Ah ben de toute façon, dès qu'on descend dans une chaîne de raccordement, à chaque étape, on perd en précision. D'où le fait qu'on essaie d'avoir les précisions les plus fines au plus haut niveau, parce que plus c'est fin au niveau, plus on va aller en microélectronique. Maintenant, enfin, on n'est plus en microélectronique, on est en nanoélectronique. La définition du mètre qu'on avait en 1950, ça aurait été impossible de faire des mesures au nanomètre maintenant, quoi. Donc, c'est ce que disait Jean-Philippe. On a changé de système et donc, avec ces systèmes, on a besoin d'évoluer aussi dans les mesures. Alors, oui, non, c'est bon. Moi, j'avais deux questions. C'était l'influence politique dans le choix des unités. Est-ce que, à un moment donné, parce que bon, on a quand même dans un monde extrêmement occidentalisé, les unités sont très occidentalisées et sont très européennes, je dirais, au moins dans leur définition initiale. C'était vraiment, ça s'est passé politiquement, c'est la Révolution française, vous l'avez dit, qui a vraiment provoqué cette standardisation et cette définition. Donc, je pense que à l'époque, ça a eu un certain nombre de conséquences et de réticences, peut-être, dans certains pays. Voilà. Est-ce que actuellement, dans la définition des unités, il y a des influences politiques qui peuvent apparaître ou pas? Ou est-ce que c'est des choses qui sont maintenant, je dirais, banalisées? Est-ce que la Chine n'a pas envie d'avoir ses propres unités, par exemple? Non, je pense que justement, ce qui a été absolument incroyable, c'est cette convention du mètre en 1875, qui a commencé avec 17 nations. Et franchement, l'adhésion maintenant, alors Céline le dira mieux que moi, mais il y a 63 pays maintenant. Il y a 63 États membres, mais il y a aussi une quarantaine d'États qui sont dits associés à la Conférence générale des poids et mesures. Donc le Bureau international des poids et mesures représente une centaine d'États. Sans compter les États qui l'utilisent, même s'ils ne sont pas adhérents à la Convention du mètre. Donc la remise en question du système actuel, du système métrique actuel, avec le système international des unités, ne sera pas remis en question par aucun pays. Au contraire, ils adhèrent à ce pays et maintenant, leur objectif, c'est vraiment de participer à l'évolution de ce système. Donc il y a une espèce, en métrologie, il y a une compétition, mais aussi une collaboration. Mais c'est d'essayer de dire, voilà, comment on va améliorer. Là, on est sur une future définition de la seconde. Donc il y a plein de pays qui sont là en train d'essayer de faire des nouvelles générations d'horloges pour voir si on va définir la définition de la seconde, avoir une nouvelle définition d'ici une dizaine d'années. Donc il y a une espèce de compétition. Mais la remise en question du système actuel, non, ça c'était plutôt en effet au 19e siècle, au début du 20e, avant les guerres peut-être. Bon, à part l'exception de Boris Johnson qui veut revenir aux unités impériales, mais lui tout le monde sait qui est Boris Johnson, donc pour moi c'est un épiphénomène. Voilà, mais non, il n'y a pas une remise en cause. La Chine, elle a adhéré, en plus la Chine, elle a adhéré au système métrique et étant un État révolutionnaire, si je puis dire, au contraire, elle est porteuse de ce système, hein, clairement. Hein, c'est vraiment un pays... Peut-être une question des noms des unités, parce que on dit que les noms des unités, c'est plutôt eurocentrique. Peut-être il faut changer des noms. Mais des gens avaient dit ça depuis toujours et il n'y avait jamais un changement. Sauf qu'on a commencé avec le système centimètre-gramme, et seconde, toujours le second. Et là, ils avaient piqué beaucoup de noms qui étaient utiles. Donc, on a Tesla maintenant au lieu de Gauss, parce que Gauss était pris déjà. mais il y a toujours une question de ça. Mais ça ne remet pas en cause le système en lui-même. Non. Mais pour un pays, pour un gouvernement, je pense qu'ils ne sont pas très intéressés par le système. En fait, au départ, il y avait tout ce qui était politique était plus intéressé par la partie métrologie légale, en fait, tout ce qui était régalien. Donc là, oui, ils s'intéressaient, mais ce n'était pas sur le système lui-même, c'était sur la diffusion et la maîtrise de certaines mesures, mais pas sur la partie système international d'unité lui-même.
C'est la pratique, la façon dont on prend les décisions aussi. Parce que la métrologie internationale, c'est une communauté qui fonctionne depuis 1927 avec la création des premiers comités consultatifs sur la base du consensus. C'est pour ça que les choses prennent du temps, mais une fois qu'elles arrivent en fait, au niveau diplomatique, où en fait, là, ce sont vraiment les représentants des États qui vont adopter ces changements de définition pour les unités, en fait, tout a déjà été accepté. Jean-Philippe était là pour le 16 novembre 2018, quand il y a eu la révision du système international d'unité. La résolution qui portait ce changement, elle a été votée à l'unanimité des pays, quel que soit leur positionnement sur la scène internationale. Donc mais avant, il y a eu une vingtaine d'années de travaux et de préparation en fait, pour que tout le monde se mette d'accord. Et de toute façon, les unités, le SI, c'est un langage universel en fait. C'est un langage qui doit être parlé par tout le monde pour que tout le monde puisse s'entendre. Vous n'avez pas marqué système universel quand même. Oui, Non. international, bon. Mais tu vois, si tu es un pays que tu voudrais sortir de ça, en fait, déjà tu te tires une balle dans le pied parce que tu vas être le seul à avoir ton système. Il va falloir faire toutes les unités de conversion à la bonne précision. Donc ça va être... Et donc, ce qui se passe, là, tu parlais de la seconde, c'est que oui, ça commence 10-15 ans à l'avance et la compétition, elle est en interne, c'est plutôt une émulation. C'est-à-dire que, oui, est-ce que c'est une horloge, est-ce que c'est une combinaison d'horloges, est-ce que c'est une constante? Donc il y a plein d'hypothèses de travail. Et en fait, la gloire, ça va être de trouver peut-être la meilleure horloge, le meilleur atome pour faire l'horloge atomique la plus précise qui va devenir la référence, parce que là tu as vraiment contribué finalement à impacter la définition de la seconde. Et si toi, tu as les laboratoires de métrologie qui ont ces technologies-là, tu as aussi un avantage, parce que c'est ta technologie qu'on va disséminer. Je pense que c'est plutôt là que se trouve, tu vois, le lieu de la compétition, c'est de savoir est-ce que dans l'évolution du système, je vais pouvoir imposer des expériences locales, des chercheurs de chez moi qui ont des idées originales pour pouvoir améliorer les choses. On est plus dans l'émulation que... Oui, mais c'est dans l'émulation. De toute façon, conflit. dans ces choses-là, c'est vrai que c'est des gens qui sont... tu vois, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours des grandes figures de la science, à tous ces grands théoriciens qui ont un nom, mais en fait, dans ces laboratoires-là, il y a des dizaines de personnes qui ont des compétences extraordinaires sans lesquelles ça ne fonctionnerait pas, et c'est un travail collectif. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que sans ce collectif-là, en fait, la machine ne tourne pas. Et tu peux avoir Newton, il y a un moment, ton moteur, il tourne pas. Quoi, disons, ton litre de pétrole tout à l'heure, la station, tu ne sais pas combien tu vas le payer, quoi, c'est bon. Alors, il y a des questions dans la salle. Merci pour cet échange vraiment passionnant. J'ai en fait un vieil caillou en fait, dans ma chaussure qui concerne en fait une suggestion d'un philosophe Karl Popper qui autrefois posait en fait la question un peu peut-être de la mesure en disant finalement il y a ces dilemmes de fond, on ne sait pas en fait si les horloges en fait sont des nuages ou vice versa, si en fait les nuages finalement voilà si on pousse en fait voilà les mesures sont des horloges. De votre point de vue, s'agit-il en fait toujours d'une question qui est pertinente par rapport aux connaissances en fait actuelles ou peut-être elle est au contraire un peu à côté de la plaque par rapport au travail effectivement d'aujourd'hui de ces conventions sur les mesures. Merci. Je suis pas sûr de comprendre le lien entre parce que je connais pas ce truc de Popper là précisément sur le nuage et l'horloge. Ces vieux dilemmes, on ne sait pas en fait si, en poussant en fait les connaissances jusqu'au bout, tous les horloges finalement, on se rend compte sont en fait finalement des nuages d'électrons, des particules, ou si au contraire, tous les nuages finalement, si on les mesure en fait au bout, on pousse la connaissance au bout, sont finalement des horloges. On peut en fait effectivement les repérer. Voilà. Et donc voilà, je me demandais quelle est en fait aujourd'hui la pertinence de ce type de questionnement par rapport à effectivement au débat et essayer de trouver des mesures internationales. Merci. Donc Popper a raison et il a tort en même temps, c'est-à-dire que nous on ne va pas jusqu'au bout, d'accord ? On ne va pas la connaissance jusqu'au bout parce que faire de la physique, faire de la science, c'est faire le mieux qu'on peut au moment donné avec les outils qu'on a. Et donc là on a parlé toujours d'exactitude, de précision, de domaine de validité. Et donc nous, en fait, on est dans cette construction concrète d'une horloge. Je vous pose la question, vous pourrez y réfléchir, vous aurez 2 heures. Comment est-ce que je construis la première horloge ? Qu'est-ce qu'il faut savoir de la physique pour savoir que je peux même construire une horloge ? Donc ça, c'est des questions concrètes. Après, philosophiquement, on peut extrapoler tout ça et se dire qu'est-ce qui va, quand on va jusqu'au bout ?
Et ça, c'est des questions philosophiques qui ont un intérêt, je pense, voilà, d'y penser, mais qui concrètement, pour tout ce qu'on fait, n'ont pas vraiment d'intérêt. Et tu as des questions beaucoup plus, je veux dire, concrètes qui se posent. On parle de mécanique quantique. Il y a toutes ces histoires. Qu'est-ce qui se passe dans une mesure d'un système quantique? Et tu peux discuter avec tous les grands, tu vois, physiciens quantiques, en tous les cas du quartier, qui ont été nobelisés, tout ça. Dans le laboratoire, pour toutes les raisons pratiques, en fait, cette interprétation de la mécanique quantique ne nous intéresse pas. Et je pense que c'est ça. Il faut distinguer l'aspect pratique et la certification de l'exactitude de chaque type de mesure, de chaque type d'outil, de cette vision philosophique de savoir quelle est la nature profonde des choses. Et là, moi, en tant que physicien, je laisse ça aux philosophes parce que je n'ai pas les compétences pour le... Voilà. J'ai une copie d'examen, si vous voulez plancher, il n'y a pas de problème. Finalement, quand on mesure, la seule chose à laquelle sans doute on ne peut pas échapper, c'est effectivement la force des gravités. Y a-t-il eu des tentatives justement pour en faire un peu un repère en fait, voilà, un peu la base, le socle des systèmes de mesure, puisque effectivement, sans doute, c'est l'une des seules choses auxquelles on ne peut pas échapper. Merci. A priori, il y a eu des essais, mais le problème, c'est que les mesures sur la gravité ne sont pas suffisamment précises. On n'arrive pas à avoir des mesures suffisamment précises sur la gravité. Et donc, c'est un gros point noir, parce que c'est vrai que pour le kilogramme, c'est ce que disait Jean-Philippe, il a fallu qu'on fasse des cartographies, qu'on tienne compte aussi bien, donc des cartographies aussi bien en surface qu'en volume, hein, c'était essentiel, parce que ça change vite, en fait, en termes de hauteur. Et la gravité, c'était... Bon, il y a Terry Quinn qui a été directeur du BIPM, qui a travaillé longtemps sur les mesures de gravité, et pour l'instant, on est limité, on n'arrive pas... disons que le temps-fréquence, donc tout ce qui est système horloge, a bénéficié d'une physique positive, très positive les concernant. D'autres domaines de la physique, vous voyez, nous, on a des comités scientifiques, on va parler des horloges à 10-18, et en radiothérapie, si on est à 1%, on est super content, quoi. Donc, en fonction des domaines, on n'a pas les mêmes incertitudes de mesure, parce que les systèmes physiques ne le permettent pas, on n'a pas une connaissance suffisante à l'heure actuelle. Donc, voilà. Alors, on s'approche quand même de la fin de la table ronde, et pourtant, il y a plein de sujets très intéressants. Quand on parle de gravité, il y a des expériences, notamment pour mettre des horloges en micro-pesanteur à bord de la Station spatiale internationale. Et c'est pas quelque chose de simple. Je pense que tous les gens qui trempent là-dedans le savent. Deuxièmement, on va avoir des problèmes, par exemple, dans le projet LISA, où on va faire de l'interférométrie avec des bras de plusieurs millions de kilomètres pour faire des mesures des ondes gravitationnelles. Là aussi, il y a des défis, alors peut-être que le mot n'est pas de métrologie, je ne sais pas si le mot est adéquat, enfin des défis extrêmement importants, puisque normalement, il faut mesurer au même moment la même chose, en sachant que, voilà, il y a la vitesse de la lumière, et là, ça devient quelque chose de significatif et qui commence et ça va être coordonné. Alors, on n'aura pas le temps, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a de nouvelles unités, notamment dans le monde informatique, dans le monde des nouvelles technologies, est-ce qu'il y aura des nouvelles unités? Mais là, on ne va pas avoir le temps, on fera une table ronde une autre fois là-dessus. Et ce que je voudrais, c'est terminer en 1 minute sur à quoi sert le BIPM. Le Bureau international des poids et mesures, qui donc fait partie des plus anciennes organisations internationales, sert aujourd'hui à coordonner ce système international de mesure, à préparer les nouvelles évolutions du système international d'unité. Et puis, il est un forum aussi pour ses 63 États membres. Voilà, il est un acteur neutre, indépendant, qui permet justement de coordonner le système mondial de mesure. Oui. Et Richard. Je pense que la preuve, c'est que quand la conférence générale a approuvé le nouveau système de SI, c'est pas nouveau, un grand changement. C'était en unanimité de tous les pays du monde. Imaginez qu'il y avait, vous pouvez imaginer tous les pays du monde dans une salle qui sont d'accord sur quelque chose. Oui, donc ça sera le dernier mot. Donc le Bureau international des poids et mesures serait la seule organisation internationale où il y a une unanimité non forcée, et ça serait un endroit de paix et de sérénité. C'est ça, c'est ce qui avait été remarqué. C'est ce que disait Philippe Taquet, le président de l'Académie des sciences, quand il a ouvert la conférence générale en 2018. Vous pouvez regarder son très beau discours qui est sur le site internet du BIPM, où il disait que le BIPM est une œuvre de paix. Voilà.
Ça me semble être une très bonne conclusion à cette table ronde. Merci beaucoup à toutes et à tous.